On va passer tout de suite à Laurence de Villers. Laurence, donc, vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Vous êtes responsable de la chaire Humaine, H-U-M-A-A-I-N-E, Human Machine Affective Interaction and Ethics au CNRS. CNRS LISN, c'est-à-dire Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique de Paris-Saclay. Vous êtes membre du Comité national pilote éthique du numérique et du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, sur le futur du travail. Vous êtes l'auteur ou l'autrice de plusieurs essais, Des robots et des hommes en 2017, si je ne me trompe pas, Des robots émotionnels en 2020 et La souveraineté numérique dans l'après-crise en 2020. Et nous voyons là vos deux livres, enfin, celui sur les robots émotionnels et Des robots et des hommes. Donc, les progrès scientifiques et techniques semblent annoncer que bientôt les dispositifs d'intelligence artificielle pourront percevoir nos émotions et les mimer. Et certes, une telle avancée peut avoir des effets positifs, mais on peut aussi s'interroger sur les potentielles dérives de la part des utilisateurs et utilisatrices et de la part des concepteurs, conceptrices. Conceptrices, il n'y en a pas beaucoup, hein. Par exemple, on s'aperçoit que les agents conversationnels déjà présents sur le marché disposent de prénoms de voix de femmes, renforçant le stéréotype d'assignation du féminin au travail du père. De manière générale, une telle évolution appelle des interrogations d'ordre éthique, et c'est sur ce vaste enjeu que vous luttez depuis des années, Laurence de Villers. Donc, racontez-nous votre travail et votre combat face à ces enjeux essentiels, effectivement, par rapport à l'éthique et par rapport à la dignité humaine. Nous vous écoutons. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, hein. J'ai été aussi extrêmement intéressée par les présentations de mes consoeurs, hein, et fascinée par tous ces aspects que je ne connaissais pas forcément et d'autres qui se rapprochent de mes travaux sur les émotions. Donc, d'autant plus intéressée de partager avec vous ce que je fais. Alors, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'aime bien montrer ces deux images en même temps, puisque en fait, j'ai écrit des livres pour essayer de démystifier en fait l'intelligence artificielle, qui a comme idée depuis les années 50, les débuts donc de l'IA, d'essayer de modéliser des capacités de l'humain. Des capacités de dialogue, des capacités de reconnaissance d'objets, de reconnaissance des êtres connus, et ça va jusqu'à finalement un essai de modélisation de l'affectif aussi. Et c'est cela mon expertise. Mais je voudrais déjà en fait pointer du doigt la faculté que nous avons à projeter sur ces machines, puisque nous avons eu donc à partir de 2016 une envolée de l'IA dans les médias parce que ces systèmes étaient capables de battre des humains. On l'avait vu au jeu d'échecs préalablement, et puis au jeu de Go. Or, le jeu de Go, c'est un jeu qui est fini. Il y a beau y avoir un nombre incalculable de possibilités à jouer, on sait comment chaque pièce doit être jouée, et puis il y a une limite. Or, lorsqu'on s'intéresse à mettre en œuvre ces systèmes d'intelligence artificielle sur un robot, par exemple, qui va explorer son environnement, là, on est devant une foultitude de difficultés, puisque à ce moment-là, le prisme de la réalité est extrêmement complexe, souvent caché, et c'est très difficile, hein, pour un système de s'adapter. Donc, on est très loin de l'intelligence humaine également, sensiblement, et sur les capacités de perception. Puisque j'ai mis la pomme à côté, qui n'est pas un symbole d'Apple, mais qui est pour dire en fait que le goût de la pomme, la machine ne l'a pas. Elle n'a pas de conscience phénoménale, elle n'a pas de
comment dire, d'apprentissage, comme le font les bébés hein, d'ailleurs, qui vont tâtonner sur un tapis pour comprendre les choses aussi, le toucher joue énormément et tous les sens, hein, qui vont donc enregistrer cette foultitude d'informations et mémoriser de façon extrêmement variable. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, c'est très difficile, on ne sait pas encore bien comment les informations émotionnelles sont mémorisées. Eh bien, donc, on est sur une simplification énorme avec les machines. Donc, il faut bien comprendre hein, que, et j'aime beaucoup dire, enfin, parler en tout cas du conatus de Spinoza, c'est-à-dire de cette idée d'appétit de vie et d'essence même des choses qui n'est pas du tout dans ces machines. Et même si l'on entend que ces machines comprennent nos émotions, eh bien, c'est une métaphore de chercheurs pour dire elles interprètent certaines expressivités que l'on peut lire sur un visage ou que l'on peut entendre dans le son de la voix. Je suis je me suis très tôt intéressée en fait, aux systèmes neuronaux, parce que j'ai travaillé pour ma thèse en 92, quand j'ai soutenu ma thèse en tout cas en 92, donc bien préalablement, 3 ans avant, su je me suis intéressée à la modélisation neuronale ou aux réseaux, connexionnistes, qui font ce parallèle avec, la façon dont nous, enregistrons des informations, mais parallèle très lointain. On modélise le neurone, la cellule neuronale par un neurone formel et ce n'est pas nouveau cela. Cela date des théories de McCulloch and Pitts en 1943. Lorsqu'on parle de plasticité cérébrale, c'est-à-dire comment on apprend dans le cerveau, effectivement, en modifiant finalement des connexions entre des neurones, eh bien, c'est pareil, les règles de Hebb datent de 1949. Donc, l'apprentissage finalement et sa modélisation sur machine n'est pas récente. Le modèle que j'ai mis en bas, là à droite, qui est donc un modèle à seuil, un automate à seuil, symbolise en fait le neurone formel. On voit arriver une activité, on somme l'activité pondérée par des poids de connexion dans le soma, dans le noyau, et puis avec une fonction de transfert, on va propager une information, une activation, le long de l'axone que j'ai symbolisé par ce trait derrière. Et ceci donc va générer une propagation d'activation d'un neurone à un autre. Et finalement, si je regarde après la complexité neuronale, évidemment, on en est très loin lorsqu'on fait un système deep learning que je vous montre en dessous, qui est un réseau multicouches avec beaucoup de couches en profondeur, qui font en fait une propagation comme ça de couche en couche pour arriver à une couche finale qui ressemble encore aux couches finales qu'on utilisait en 1987 avec rétropropagation du gradient, c'est-à-dire avec euh, une façon de superviser l'apprentissage qui est de comparer ce que la propagation a donné dans la couche de sortie avec une sortie désirée qui va correspondre, si je veux par exemple reconnaître des chats de chiens, à une étiquette qui serait 1 pour dire c'est un chat, 0 un chien, et l'inverse, 0 chat, 1 chien, pour dire voilà, c'est cela que je cherche à reconnaître. Et je compare ma sortie à ce vecteur désiré, je calcule donc une erreur sous forme d'un scalaire que je vais ensuite propager dans tous les fils bleus, là, avec qui symbolise en fait un poids entre chaque neurone. Donc chacun de ces petits ronds, ce sont des neurones, et la couche d'entrée va prendre par exemple une image, c'est-à-dire en fait une activation ou des pixels, si vous voulez, sur l'image, et on va propager pour aller à la sortie de ce réseau. Donc on est bien loin, en fait, de ce qui se passe dans notre cerveau. Et pourtant, on a pu montrer une extrême performance avec ces systèmes pour des tâches très ciblées. Donc on n'est pas devant une intelligence artificielle forte, mais sur une intelligence artificielle faible, dirigée sur des tâches particulières, pour lesquels nous sommes capables d'avoir des performances extrêmement intéressantes qui dépassent de temps en temps les, les performances humaines. Pourquoi? Parce que la machine n'a pas de pré-câblé ou de pré-intuition. Elle va regarder au plus bas les intercorrélations existantes. Et c'est pour ça que, par exemple, en médecine, ça peut marcher très, très bien pour aller détecter des formes bizarres ou des choses qui seraient reliées à la présence d'un cancer que l'humain ne verrait pas. Donc, c'est important de comprendre effectivement l'aspect inconscient que peut apporter aussi ces systèmes. Je suis toujours dans cette idée que comprendre les systèmes nous permettrait d'aller au-delà, de comprendre nos biais cognitifs, d'aller percevoir une partie de cet inconscient, bien entendu, peut-être, et d'en tirer profit pour nous si on est capable de coopération avec ces systèmes.
Alors, mon domaine à moi, c'est de travailler avec ces réseaux qui se permettent de simuler et d'apprendre et de travailler sur les émotions. Alors, les émotions sont nées, cette discipline est née, ce qu'on appelle l'affective computing, dans les années 97, par les travaux de Rosalind Picard au MIT, Massachusetts Institute of Technology à Boston. Et ça regroupe trois grandes technologies: détecter les émotions, comprendre et raisonner, alors comprendre, interpréter et raisonner à partir de ces informations plus du langage. Moi, je suis dans l'interaction verbale avec les machines, donc pas du tout, je ne construis pas des robots, mais je m'intéresse à la façon dont on peut parler avec ces systèmes et également la façon dont on va générer des émotions, à la fois dans l'aspect linguistique et paralinguistique, c'est-à-dire l'expressivité dans la voix. Je vais me servir de beaucoup d'informations, en fait, pour essayer de calculer les émotions à travers un dialogue, par exemple, pour modifier les prises de décision de la machine et adapter mon système à différentes personnes. Et j'utilise donc le contexte du dialogue. En voici un exemple en laboratoire. Sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, ça, Naomi. Tu as l'air assez séductoire, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air très sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. Voilà, donc on calcule des caractéristiques dans la voix. Mais voyez, on va encore plus loin. Ceux-ci, ce sont des collègues américains qui développent un agent conversationnel qui prend en compte la voix, la posture et qui simule un psychiatre, un aide au psychiatre. Vous voyez, donc il y a body activity, gaze attention, donc on regarde où se pose le regard. C'est là où on peut traquer très finement, en fait, comment la personne se comporte. Très simple de faire ça. Alors, juste pour revenir, je ne vais pas passer trop de temps, c'est pour ça que je vais vite sur les exemples. Ils sont aussi possibles de les trouver sur YouTube. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, la machine va aller au-delà de l'humain, peut-être pour déceler des infimes comportements ou des mécanismes qu'on ne voit pas. Et en tout cas, c'est pour la psychiatrie peut-être une façon que les gens en fait, s'entraînent avec ces systèmes et qui, effectivement, le contenu soit délivré à un médecin, un psychiatre qui, lui, va peut-être avoir une interaction avec le patient. Imaginer cela indépendamment en fait, d'une prise en charge médicale serait sans doute une erreur. Allons plus loin au Japon. Au Japon, on construit des systèmes qui prennent une place incroyable. C'est déjà commercialisé, c'est une publicité, ce que je vais vous montrer. Donc, c'est un agent conversationnel avec un hologramme d'une petite jeune fille sexy que j'appelle la fée clochette. C'est un peu un Furby pour adultes, si vous voulez. Et cet objet vit entre guillemets, avec la personne au quotidien et donc va l'influencer aussi et surtout la personne ne se sent plus seule. Donc vous allez voir que ça joue sur le très bas niveau, mais que c'est effectivement très particulier. Alors, dans le monde occidental, en général, on comprend moins cet attachement ou ce jeu avec ces systèmes. Elle prend soin. Elle enregistre tout ce qui se passe dans l'intimité de ce jeune homme. Et elle continue toute la journée à envoyer des textos. Come home early, telle une jeune femme à la maison, une petite amie. Et donc, elle prend une place énorme en isolant ce jeune homme finalement d'une relation avec une jeune fille ou sa famille. Donc, la prise de temps, d'attention est extrêmement importante. Et on sait qu'au Japon, il y a un souci aussi dans la société de relations avec les jeunes filles, d'isolement aussi d'une certaine partie de la population jeune d'ailleurs, qui refuse en fait cette société. Alors,
je lève ici une prise de conscience. Évidemment, ce n'est pas un phénomène très développé, mais qui pourrait être plus développé si on s'entoure de ces systèmes beaucoup trop. Regardez là, le type de mimicry qu'on peut faire qui va Miss You Darling, voilà. Nous sommes vraiment sur une caricature, mais je vous dis, cet objet est déjà vendu au Japon. Quelqu'un pour moi à la maison. Donc, vous voyez, donc, cet aspect-là, c'est cela que j'essaie de décrire. Effectivement, vous avez raison, tous ces systèmes ont des noms féminins, mais pas seulement. Et puis, ils vont pouvoir s'adapter à nous. Rappelons-nous du phénomène de taille de Microsoft, qui était un robot, un chatbot, pardon, qui, au départ, disait aux interlocuteurs j'aime les humains, qui, à la fin, au bout de 24 heures, très, très rapidement, qui avait la possibilité de s'adapter au langage des internautes, avait un discours très raciste et très limite en disant que Hitler était fantastique. Donc, cette faculté d'apprentissage qu'on aura de plus avec les machines qui vont s'adapter de plus en plus à nous est un sujet d'éthique qu'il faut absolument gérer. D'autant plus que ces systèmes peuvent être très intéressants pour aller vers des applications médicales. Je ne dirai pas sur l'autisme ou le grand âge, qui sont mes sujets. Je travaille sur la chaire dont vous avez parlé tout à l'heure, sur l'aspect de nudge, c'est-à-dire si je sais détecter les émotions et les biais de la personne dans ce qu'elle interagit, je peux la manipuler assez facilement, c'est-à-dire l'inciter à faire des choses, l'inciter par exemple à acheter, hein, ça c'est la première chose, mais c'est peut-être aussi de changer ses opinions. Et donc, si dans le grand âge, nous avons des objets comme ça autour de nous qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas évalués, attention à la co-évolution, hein, co-adaptation serait le mot plus juste, mais nous allons nous créons des machines qui s'adaptent aux humains, nous allons aussi nous adapter à ces machines. Et je terminerai par la prise de conscience, effectivement, que tous ces objets sont faits majoritairement par un monde masculin. À 80%, les codeurs et les concepteurs sont masculins. Or, on voit à travers ces objets autonomes qui nous parlent, hein, avec une parole proche, ressemblante à la nôtre de plus en plus, eh bien, on voit arriver une féminisation des prénoms, des voix jeunes d'ailleurs, voire des visages, voire des robots féminins. Les robots sexuels sont aussi un marché qui est en train de monter. Donc, il est essentiel qu'il y ait plus de parité parmi les jeunes femmes et j'encourage réellement cette prise de conscience de nous ne sommes plus devant des geeks qui font de la technologie pour la technologie. Nous faisons en ce moment, grâce à l'intelligence artificielle et sous tous ces nouveaux domaines, des systèmes pour tous dans la société, pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement, pour notre environnement au plus près de nous-mêmes, dans notre intimité, à la maison, avec les Google Home, etc. Il faut absolument les réguler, il faut absolument vérifier ce qu'ils font, vérifier ce que cette coévolution apporte et aussi se rendre compte que à travers beaucoup de science-fiction, à travers de l'exagération aussi, même des plus grands scientifiques dans le domaine de l'IA, il y a une espèce de confusion qui naît et qu'il est assez sain quand même de revenir à une démystification de ce qu'est que l'intelligence artificielle et il faut parler d'IA et d'éthique. Et ce n'était absolument pas contre-productif pour l'économie, c'est à mon avis un tremplin pour une meilleure économie, plus juste, plus équitable et plus juste aussi pour les femmes. Et c'est un outil, l'IA, qu'on peut utiliser aussi, à mon avis, pour rendre les choses plus justes. Merci. Merci beaucoup, Laurence de Villers, pour cet exposé lui aussi passionnant. Décidément, je crois que on a vraiment fait le plein d'exposés plus passionnants les uns que les autres. Merci beaucoup. Donc, je renvoie aussi à vos ouvrages parce que je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche et donc il faut qu'on aille plus loin. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est malheureusement en 2-3 minutes maximum chacune, nous dire quel serait votre, bon, au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble dans l'ensemble des sciences, hein, selon les sciences, entre 20 et 40% globalement des effectifs et après au niveau des postes, ça dépend, les chercheurs c'est très peu, en astrophysique c'est très peu, en neuropsychologie il y en a plus, mais enfin voilà, donc nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous
la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, si on commençait par la dernière qui a parlé, et si on inversait, est-ce que, Oui. Laurence, vous voulez bien Alors, dire votre mot et votre mot de conclusion là-dessus? merci beaucoup. C'est un problème assez compliqué en informatique parce qu'on modélise de plus en plus grâce à nos données. Or, nos données sont antérieures et nos données représentent finalement ce qui apparaît être promouvoir quelques biais ou des stéréotypes dans la société. Donc, même si je me réfère juste aux livres d'école, comme vous le savez, l'histoire est remplie de modèles masculins. Il y a peu de modèles féminins, même dans l'histoire. C'est effectivement quelque chose peut-être à revoir aussi. Je trouve que la présence des femmes ne sont pas du tout valorisées à l'école. Je pense qu'il faut commencer par l'école. Même dans l'art, hein, en fait, on va trouver beaucoup de modèles masculins. On en voit de plus en plus des modèles féminins, mais je pense qu'il y a là à essayer de remédier fondamentalement, doucement, parce que ça prendra du temps dans la société de changer la façon d'interpréter les choses. Mais pour l'instant, si je prends l'IA telle qu'elle est, lorsque je fais une requête sur femme, j'ai en même temps ménage, nourrice, réceptionniste, styliste, coiffeuse. D'accord ? Si je refais la même recherche sur homme, j'ai chef, philosophe, capitaine, financier. Donc, je ne peux pas me fonder là-dessus. Maintenant, si je me sers de l'IA pour modifier cela, qui va être en charge de cela? Ça ne peut pas être ni le gouvernement, ni les GAFA, excusez-moi. Donc, cela devrait être qui? Des comités d'éthique. Donc, moi, peut-être, mais il faut être conscient de cela et savoir ce que nous souhaitons faire, comment nous voulons changer les choses. Pour le GPS, par exemple, qui a toujours des voix de femmes plutôt, pourquoi pas utiliser le hasard? Quand j'appelle quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui me répond. Donc, je pourrais dire, voilà, je veux absolument avoir du hasard. Et qu'en tout cas, le choix par défaut ne soit pas une voix féminine. Lorsque j'entends des acteurs industriels me dire, mais en fait, moi, j'ai fait des études, mes clients préfèrent des voix de femmes et mes clientes aussi. Alors, si tout le monde raisonne comme ça, au niveau macro, nous allons papoter avec cette représentation des femmes, finalement, en espèce d'esclaves, assistants, un peu partout, hein. Donc, il y aura dans votre frigo, dans votre voiture, à la maison avec un petit robot, le Google Home, etc. Bon, soyons conscientes que ce risque macro est important. Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant pour trouver une solution? Je vais finir comme ça. Eh bien, je pense qu'il faut absolument que les femmes comprennent que c'est un sujet réel de société et que les hommes le comprennent aussi. Il faut aller de plus en plus vers des rôles de femmes leaders. Il faut des mesures pour pouvoir regarder comment la société évolue. GenderScan, par exemple, fait des mesures, comme vous le disiez tout à l'heure, Camille aussi, sur la propension de femmes, le nombre de femmes qui font des études scientifiques. Et si on regarde les statistiques, effectivement, ça ne bouge pas beaucoup. Alors après, je refuse, moi, que l'on parle des femmes comme étant finalement des victimes. Ce langage-là est, à mon avis, incite peu les femmes à aller au-delà. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec la victime. Enfin, elles sont capables de prendre la parole en public, elles sont capables de faire beaucoup de choses et il faut les pousser à cela. Et c'est un mythe de penser que la femme a elle-même, se met elle-même des contraintes. Je ne supporte plus cela. Il faudrait vraiment des femmes ayant des rôles de décideurs. Une mixité, pour moi, c'est une chance pour la société, pour les hommes et les femmes. Je terminerai avec cela. On m'a proposé dernièrement de prendre la casquette de présidente de la Fondation Blaise Pascal, qui pousse à une médiation sur les mathématiques et l'informatique pour les plus jeunes et aussi les plus défavorisés sur tout le territoire français. Et je compte pousser cette tâche au plus haut pour que les femmes soient plus présentes dans les sciences. Pardon. Merci beaucoup, Laurence, pour votre préconisation, voilà, et votre conclusion. C'était passionnant et vous avez raison, on ne peut pas rester dans un rôle victimaire et je pense que c'est de moins en moins le cas parce que d'abord les femmes luttent, quoi, se battent, sont résilientes et se relèvent toujours à la fin. Donc Oui, voilà.
Juste, les statistiques vont dans ce sens-là. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les chiffres qui sont montrés. Oui, très bien. Merci beaucoup.